Il s'appelle Zach Cregger. Zach Cregger. Ouais. Ça sonne bien comme nom de réalisateur, ça. C'est Zach Cregger. Il aurait dû s'appeler Freddy. Freddy Cregger. Hop, ça c'était de la putain de blague. Il y avait vraiment, j'étais en train de me dire, mais putain, j'ai tellement pas mis le ton en fait. De la blague. Non, mais ça marche quand même, c'est bien. Allez. C'était l'histoire de. J'ai pas assumé à fond. T'as pas assumé à fond, non. Bonsoir, bonjour, Salut. bonjour à tous, suivant le. On sait pas si c'est bonsoir ou bonjour, on s'en fout. Mais bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de La Grange, votre podcast qui parle cinéma, comme beaucoup de podcasts, hein, mais là cette fois c'est un podcast avec nous, donc c'est encore mieux. Je sais pas si c'est le bon argument de vente, mais en tout cas bienvenue sur un nouvel épisode. Voilà, c'est le grand retour, on essaie maintenant, comme on vous l'a dit lors des podcasts précédents, d'essayer de faire des épisodes plus récurrents. En tout cas une fois par semaine, on va essayer de s'y tenir, hein. Je sais pas si cette année on va essayer de s'y tenir, mais en tout cas c'est le but. Et donc on va à chaque fois on peut parler d'un film ou alors d'un sujet. Aujourd'hui ce sera un film qu'on a vu sur les plateformes sur les plateformes de streaming. Ouais. Oui, parce que voilà, ce sera un autre podcast. Donc La Grange en podcast toujours sur les différents sites de podcast. C'est La Grange Ciné, c'est aussi sur YouTube et sur Facebook. Vous tapez La Grange Ciné et puis vous retrouvez tous les podcasts et vous retrouvez aussi la petite actualité qu'on essaie de se faire. Et puis voilà, on va en faire aussi des spéciales, d'autres spéciales qui vont être sympas. On n'a pas encore trouvé tous les sujets, mais on aimerait toujours essayer de se faire des petits épisodes avec d'autres invités. Tu vois, on est un peu plus que deux autour de la table à parler de diverses choses toujours liées au monde du cinéma. On avait stylé de faire sur une année de cinéma aussi, tu te souviens 1982 ou des choses comme Ah ça. oui. Ouais. Alors ça, faut qu'on ressorte la liste en fait des idées qu'on avait. Et puis n'hésitez pas aussi à envoyer des idées aussi de thèmes, des choses que vous voudriez qu'on parle. N'hésitez pas à contacter sur les réseaux sociaux. Facebook ou Twitter, à nous dire voilà, j'aimerais que vous parliez de tel film, de tel pan du cinéma, ou si vous avez une réflexion qui est liée au cinéma, n'hésitez pas à en parler, on pourra peut-être en faire, ça nous donnera des idées de sujets en tout cas à développer pour un prochain épisode de La Grange. Mais aujourd'hui, c'est un film qui fait peur. Il fait un petit peu peur. Non, qu'est-ce que tu veux que je dise Qui fait peur. Et écoute, on va parler c'est censé en tout cas. C'est censé faire peur. Et on va parler de Barbare, de Zach Cregger. Yes, Barbarian, du coup, un film qu'on a vu toi et moi, disponible sur Disney+, sur la plateforme Disney+, qui est un film, on va dire un film plutôt d'épouvante horreur, où on suit en fait le destin d'une jeune femme qui vient de louer en fait un Airbnb. Et puis qui, une fois arrivé sur le lieu en fait pour y loger, déjà première surprise, tombe sur un homme qui squatte déjà en fait le Airbnb en question. Donc déjà ils vont faire du coup Airbnb commun. Et en suivant en fait les différentes aventures, le spectateur va être amené à découvrir des pièces cachées dans cette maison, précisément dans son sous-sol. Et ça va être un petit peu le début des ennuis. On va pas non plus trop après. Voilà, on va se faire le petit pitch simple, le synopsis très simple. Ouais, parce que pour le coup, il y a pas mal de rebondissements quand même. Pas mal de rebondissements. Et alors moi, je connaissais pas du tout en fait le réalisateur. Toi, tu m'avais dit, t'as été hypé déjà parce que c'est toi qui m'en avais parlé à la base de ce film. T'avais vu la bande-annonce ? Alors, je connaissais pas non plus le réalisateur, mais non, c'est juste l'année dernière, beaucoup de monde parlait de ce film comme un petit phénomène de film d'horreur. Et du coup, ça avait attiré mon attention. Et puis, c'est vrai que quand il est sorti, on en avait quand même pas mal parlé. Donc voilà, on a un peu rattrapé le retard, puisque il était sorti fin 2022. Et ça fait partie, en fait, de ces... en tout cas, ça fait partie de ces petits films un peu surprises, petits films d'horreur que j'aime bien, quoi, qui marchent bien et qui sont un peu... Voilà, qui a un petit peu quelque chose de... Ouais, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, un bon petit film. C'était assez rafraîchissant, hein. C'est vrai que moi aussi... et pourtant, il n'y en a pas eu d'excellents... dans le registre un peu horreur épouvante, il n'y a pas eu non plus de grosses nouveautés. On a tendance un petit peu à tourner en rond sur soit des ressucés, en fait, des classiques qui sont sortis à l'époque,
ou alors des énièmes suites en fait de franchises à succès quand on regarde par exemple les Conjuring et puis toutes ces grandes séries de films là. Après j'ai pas vu beaucoup encore, je suis pas allé trop non plus regarder beaucoup de films d'horreur. Je sais qu'il y a Smile par exemple qui est sorti, que je sais pas ce que ça donne. Il y a aussi ce film avec cette poupée aussi là, qui est lui au cinéma je crois. Megan. Je crois que ça s'appelle. Megan, oui. Donc ça, c'est peut-être des films qu'on va aussi peut-être regarder si on veut se faire vraiment un focus sur les films un peu d'épouvante, voir un petit peu ce que ça vaut. L'année dernière, il y a aussi un autre film d'horreur que beaucoup de monde a parlé, c'est Terrifier. Je sais pas si t'as entendu parler. Ah, j'ai pas entendu parler celui-là. C'est avec un clown en fait. Là, c'est donc Terrifier en anglais, donc terrifiant. Numéro 2. Et j'avais même pas vu le 1. Hein. C'est un truc assez gore, enfin même très gore, il paraît. Et donc je peux pas en parler parce que j'ai pas vu, mais en tout cas c'était un gros succès inattendu pour un film en plus très hardcore et qui revient justement je fasse pas un podcast là-dessus, mais qui revient justement à un style beaucoup plus brutal et tout. Et donc voilà, moi j'aimerais bien aussi peut-être le voir et puis éventuellement en parler, mais bon, c'est pour dire que oui, il y avait l'année dernière, c'est vrai que en film d'horreur, il y avait 2-3 petits trucs sympas, quoi. Il y avait Nope aussi. Il y avait Nope qui était intéressant, mais après, il y a eu des trucs assez passables et oubliables. On en a fait d'ailleurs un épisode de La Grange, et c'était sur Massacre à la tronçonneuse. Énième itération de ce genre d'exemple, quand on dit qu'au niveau du film d'épouvante et d'horreur, on tourne un petit peu en rond, parce qu'il y a eu aussi Halloween Kills ou Halloween, le dernier, qui on reste sur ces sagas. Ah non, j'ai pas vu le tout dernier, mais les deux, là... non, je crois que le dernier c'est Halloween Ends. Halloween Ends, le dernier. Il y a eu Halloween Kills, Halloween Ends. Mais enfin, comme tu disais, ça fait partie de ces remakes et suites et des sagas qui ne s'arrêtent pas. Qui ont du mal soit à se réinventer ou qui ont perdu de vue, à mon avis, le matériau premier en fait, de ce qui faisait le succès et l'efficacité de ces films. C'est pas terrible, quoi, en général. Ouais. Mais par contre, là, Barbarian, du coup, petit vent de fraîcheur, parce que c'était un film qui s'est lancé sans prétention et puis franchement, qui je trouve particulièrement efficace en fait. Et puis en fait, il y a ce truc de. Alors moi, j'avais pas vu la bande-annonce, mais de nouveau, j'essaie de moins possible maintenant voir les bandes-annonces. Et c'était c'est plutôt sur recommandation celui-là. Et donc quand tu sais pas à quoi t'attendre, c'est cool en fait parce que c'est vraiment un film où totale surprise, complètement. Ça commence, t'es direct dans le truc où justement il y a une double réservation. Enfin, il y a la scène d'ouverture est bien d'ailleurs. Ça commence, il pleut des cordes, elle débarque dans ce quartier de Détroit tout pourri et délabré et un peu flippant. Ouais, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que ça, il y a un effet qui marche très bien. Du coup, tu parles de la nuit et puis du jour. Effectivement, au début du film, quand elle vient qui fait nuit et que le lendemain, on découvre en fait dans quel quartier elle est. Et tu découvres le quartier hyper délabré, c'est super efficace parce que c'est vrai que quand elle arrive la nuit, il y avait juste une loupiote qui éclairait, donc tu vois pas trop. Tu vois pas trop et ce genre de petit effet et moi je trouve ça déjà rien que très flippant. C'est vrai. En fait, t'as raison qu'au début on se rend pas compte même. Je sais même pas s'il y a marqué. Non, il y a pas marqué Détroit, je crois. Non, tout est noir à part cette maison qui est éclairée. Voilà, on sait puis on considère en gros que tout le quartier est à peu près comme ça, comme à l'image en fait de cette maison qui a l'air tout à fait normale. Et quand le lendemain au réveil, quand elle sort et qu'il découvre les tags, tout est tagué, les maisons en ruine, tout le quartier est en ruine. Oui, mais de toute façon, vu la situation, t'aurais pas eu besoin que le quartier soit dangereux, parce que c'est déjà un peu... elle arrive pas à joindre la personne la personne qui lui a loué l'appartement. Et puis, en essayant d'appeler, en fait, il y a de la lumière à l'intérieur qui s'allume et elle se rend compte qu'il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà plusieurs petits éléments qui mettent déjà un petit peu mal à l'aise, où tu sens que il y a un truc, c'est déjà bizarre, quoi. Et ça fait beaucoup de successions de choses bizarres qui arrivent, quoi. Il y a un petit malaise qui se crée, et d'autant plus que il y a un homme qui a déjà loué aussi l'appartement, et c'est comment il s'appelle? L'acteur, c'est Bill Skarsgård, qui a ce côté en même temps gentil et en même temps on n'est pas sûr qu'il soit gentil, tu vois. Il a un côté très flippant. Il a un côté un peu flippant aussi, tu vois. Il utilise son visage qui peut être très flippant, puis en plus je pense que là il y a un choix de casting qui est assez efficace pour la plupart des gens ils savent que c'est le mec qui a fait Gripsou dans Hit.
Ouais. Donc c'est facile en fait de prendre ce mec tout de suite. Gripsou, oui, mais je crois que c'est pas Gripsou. Oui, je crois que c'est ça, mais je m'en remets pas de ce nom. Mais ouais, moi, je crois que c'est le nom en français, ouais, c'est vrai. C'est le frère de Picsou. C'est le clown de ça, quoi. Parce que les gens l'appellent pas Gripsou en général. Tu dis, oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est le clown. Ça y est, c'est mort, voilà, on a perdu tout. Le podcast commençait sérieux, tu vois, on est dans un truc, voilà, ça va faire peur et tout. Non, mais je crois que t'as raison. En anglais, c'est Pennywise. Pennywise, voilà, Pennywise. Et déjà, tu prends ce mec, et bah effectivement, il a en plus cet air complètement. Quand il lui ouvre la porte, alors il vient de se réveiller. C'est trop bien, tu t'identifies trop, tu te mets à la place de cette personne qui débarque dans un lieu qu'elle connaît pas. Il pleut des cordes, elle a l'air au bout de sa vie, la personne répond pas au téléphone, donc bon, elle a pas les clés, enfin voilà, et puis elle se dit putain, mais donc elle sent un peu, la personne lui ouvre, lui explique, elle demande quand même, elle sait pas trop comment demander, mais il lui montre quand même sa réservation et tout a l'air correct, tu vois. Ouais, puis en face, t'as quand même le mec, t'as l'impression vraiment, ça c'est gros, qui renforce le côté un peu bizarre, il s'efforce d'être super poli et sympa. C'est vrai. Il y a ce côté, non, mais tu vois. C'est ça qui crée le malaise. Qui crée le malaise parce que il est là devant elle. Cache quelque chose. Qui cache quelque chose et pourtant il est ultra poli puis ultra sympa avec elle, en lui disant. Alors, mais finalement, oui, je vois ce que tu veux dire. En même temps, il est aussi juste, tu sais, parce les deux peuvent matcher, quoi. Tu peux dire il cache quelque chose, ou tu peux dire en fait il comprend aussi la fille qui arrive et qui est malade, enfin tu vois, qui est pas dans son élément, qui est un peu perdu, tu vois. Ouais. Donc il essaye pas d'être, il peut comprendre que ça soit flippant la situation. Exactement. D'ailleurs il dit voilà, c'est elle qui lui dit à un moment donné, si c'était l'inverse, je t'aurais pas laissé rentrer. Ouais, parce qu'il y avait tout un discours sur en gros les nanas en gros seraient plus méfiantes que les mecs, un peu ce truc là. Ah non, moi si je suis une nana, moi c'est clair que tu rentrerais pas, enfin moi je suis une nana et tout ça, puis ouais, mais c'est assez bien amené ça, je trouvais, enfin ça tenait la route, ce truc de malaise créé par la situation et par le fait que mais qui évolue gentiment, une belle complicité finalement des deux en fait, passer la première nuit, parce qu'en fait c'est ça qui nous stresse. C'est que toute la préparation, il fait nuit, ce qui va se passer la nuit pendant qu'elle dort et tout ça. Et en fait, tout est désamorcé dès le lendemain. Tu te dis, en fait, il s'est rien passé. À part ces petits doutes où on le voit cauchemarder, elle a été réveillée par lui qui hurlait, enfin qui poussait des cris et qui cauchemardait. Ouais. Le classique, la porte qui se ferme. Déjà à ce moment-là, la porte qui se ferme, qui bouge. Et il y a même une silhouette qui se déplace à un moment donné quand elle se lève la nuit. Moi, il y a une scène que j'aime bien où, quand elle dort, pendant la nuit, elle se réveille et en fait, la porte est ouverte. Donc voilà, mais j'ai une idée vraiment toute simple. Mais oui, parce qu'on est tous sur du classique. Alors, le film, à part ça, on est sur des acquis classiques en fait. On va dire les ressorts de l'horreur, c'est effectivement, c'est une porte ouverte. Surtout sur tous les tics de maison hantée, plus que d'horreur. Là, on est vraiment sur la porte qui se ferme toute seule. Ouais, mais après, t'as pas le truc trop de la porte qui... Oui, alors oui, il y a une ou deux fois, mais la porte qui se ferme toute seule, c'est genre, voilà, ça serait que ça marche moins bien, moi, je trouve. Mais par contre, le fait de ne pas... Il joue beaucoup sur l'obscurité. Bon, c'est normal pour un film d'horreur, mais t'as aussi ce truc, moi, je l'ai sur Disney+, c'est en HDR et tout. Oui. Et t'as ce jeu avec vraiment, en fait, je pense que des fois, c'est vraiment tout dans les tons sombres. Et du coup, tu discernes pas trop ce qu'il y a par moment. Et moi, ça marche bien, ça, je trouve. C'est pas, justement, typiquement, je trouve plus flippant de voir la porte ouverte pendant la nuit que de la voir s'ouvrir, tu vois. Oui, et comme si c'était un fantôme. Comme si tu regardais un endroit, il y avait rien, puis le lendemain, puis plan suivant, mais attends, il y avait un objet, je sais pas, un livre, un nounours. Ils font souvent ça sur les petits éléments où tu te dis, mais attends, mais ça c'était pas. Mais là, ça marche encore mieux parce que pendant la nuit, elle se réveille et du coup, le coloc, le gars avec qui elle est dans l'appart, il fait un cauchemar et tout. Donc c'est ça qui la réveille, la porte ouverte. Enfin voilà, bon bref, on va pas raconter tout le film, mais comme ça, mais et je trouve que d'ailleurs c'est comme, enfin, ce qui marche bien et ce qui est le plus flippant, mais c'est comme souvent, c'est quand tu sais pas ce qui se passe en fait, et tu sais pas de quoi tu dois avoir peur. Typiquement, quand il y a la porte ouverte, elle se réveille et il y a la porte ouverte. Déjà tu sais même pas si c'est le gars à côté qui est venu la voir pendant la nuit, est-ce que c'est un truc fantastique, tu vois, tu sais vraiment pas, donc ton cerveau il fonctionne à fond et
et tout peut être flippant, tu vois. Et tout ce qu'on connaît en fait des films d'horreur et épouvantes, c'est ça. C'est sinon tout se met en alerte, là, tout bip dans nos têtes en disant alors attends c'est quoi, c'est un fantôme, attends c'est quoi, c'est lui le tueur, c'est lui qui est pas. Et ça c'est flippant. Et ça c'est flippant, ouais. Mais après, du coup, ça part sur un truc aussi, encore une fois, sur un autre classique de la cave. Parce qu'il y a forcément une descente à la cave, et puis là, on retrouve un peu ce qu'on connaît. L'escalier, est-ce qu'on y descend à cette cave? Est-ce qu'on n'a pas trop envie d'y aller? En plus, la porte qui se referme derrière et qu'on n'arrive plus à réouvrir. Donc, il y a ce petit moment assez flippant quand elle se retrouve, elle, coincée dans la cave. Alors ça, moi, je trouvais c'était bidon pour moi. C'était bizarre, mais on connaît, c'était un peu vu de loin, mille vues et revues, quoi, en fait. Ouais, et il y a des petits trucs, ça m'a pas sorti du film, il y a des petits trucs, j'étais là, ouais, bon, ok. La porte a même pas l'air très... Enfin, déjà, elle a rien qu'elle se ferme. Alors après, ok, ça peut être explicable, parce qu'effectivement... Bon, de toute façon, on va pas spoiler le film, mais ça pourrait être explicable, voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'est juste... quand tu sais pas ce que c'est, bah, tu te dis bon, est-ce que c'est fantastique ou non en fait, voilà. Et après finalement si tu te dis que c'est pas fantastique, le truc ne marche plus, tu vois. Le truc de la porte qui se ferme toute seule, pardon. Oui, mais pour le coup, voilà, moi, enfin, il me semble qu'il y avait une théorie possible là-dessus, ça pourrait matcher, ça pourrait quand même marcher, mais bon, moi c'est des trucs où voilà, je suis là, ok, bon, ça pas ouf. Non, pas ouf, mais après, ça s'ensuit par quelque chose de très ludique, et c'est là que je suis complètement laissé embarquer dans le film, en fait. C'est le côté ludique de qu'est-ce qu'il y a après. Donc, on suit la progression de cette femme qui découvre la cave, qui découvre qu'il y a quand même... Bon, je pense qu'il faut quand même parler un petit peu de ce qui se passe dans le film. On va pas essayer de trop spoiler, mais en même temps, je pense qu'il y a des éléments qui sont assez intéressants d'en parler. Je pense que ce serait dommage de pas évoquer, du coup, des éléments clés du scénario. Je sais pas toi, mais je préfère qu'on aille vraiment au full de ce qu'il y a dans le film pour... Alors, on prévient qu'on spoil. On prévient qu'on spoil parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses. Parce que sinon, c'est un peu dommage, on spoil rien. On s'arrête là à la cave et puis après on vous laisse découvrir et puis on parle... on n'en parle plus. Donc si jamais, voilà, là c'est les grands spoils. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et puis écoutez le podcast après. Mais il y a cette découverte de la cave, plus d'un passage secret dans la cave. Une porte dérobée avec une ficelle et moi, pour moi ça marche très bien de qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, on découvre un tunnel et il y a une autre porte puis une autre porte et ça marche très bien, c'est efficace, c'est classique, mais je trouvais que le personnage était suffisamment attachant parce que c'était pas quelqu'un de désagréable comme on peut voir dans beaucoup de films d'horreur, tu vois, qui est con et désagréable d'entrée de jeu. Et ça, je sais que par exemple, c'est quelque chose qui me fait perdre mon attache avec le personnage. Et après, il peut lui arriver 1000 trucs dans le film, j'en ai rien à foutre. Mais là, je sais pas, j'étais porté par ce personnage et puis j'avais envie j'étais avec elle à découvrir ce qui se passe. Donc, et puis on se laisse très bien aller dans la découverte de quelque chose de toujours plus sordide. Et il y a cette découverte de la pièce avec la caméra et puis le lit, donc une pièce un peu de tortionnaire. Voilà. Tu sens que des gens ont été enfermés. C'est là le retournement un peu de l'histoire. Le premier point le premier point sordide. Tu te dis, oh la vache, ah ouais d'accord, donc là il y a un truc bizarre. Et là où j'ai été un peu surpris, c'est que, attends, non, c'est pas le seul... Il y a plus sordide encore. Parce qu'il y a une autre porte, avec un autre escalier, donc on s'enfonce encore plus profondément. Donc tu t'enfonces dans la cave. T'avais un passage dans la cave qui t'avais vraiment pas envie d'y aller. Hein. Elle y a réfléchi à plus d'une fois en voyant le tunnel noir. Vraiment. Mais là aussi, en fait, il y a son coloc qui est rentré entre-temps et qui est allé voir parce qu'elle lui a dit qu'elle avait trouvé ça. Donc nous, on est encore dans le doute. Est-ce que le coloc c'est sa pièce ou pas? Voilà, exactement. Est-ce que c'est à lui? Est-ce qu'il est au courant? Et du coup, il va voir. Est-ce qu'il va l'attirer? Est-ce que c'est un piège? Ouais, c'est ça. Et donc, on ne sait pas. Et en plus, il va voir. Et voilà, comme c'est un film d'horreur, ils vont pas ensemble. Donc, elle l'appelle et puis elle l'entend de loin. Et puis à un moment donné, elle l'entend plus. Donc non, elle l'entend plus. Ouais, c'est ça. Et là, quand t'as plus de nouvelles du mec, alors qu'en fait, il allait juste voir la pièce en bas. Ouais. Là, moi, je me suis dit, ok. Enfin, en fait, tu passes que de, ok. En fait, c'est un piège et il veut l'attirer dans cette pièce, tu vois. Tu penses ça à un moment donné. Et oui, puis parce après, que pendant tout le long, la caméra en fait est braquée sur elle. En fait, elle est vraiment face à elle quand elle rentre dans la pièce. Donc en fait, dans le contre-champ, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que en contre-champ, elle voie le mec planqué quelque part dans la pièce, puis après l'attacher. Tu t'imagines, tu te fais le film. Hein, est-ce qu'il va l'attacher au lit? Et puis là commence un truc un peu de tortionnaire. Et en fait, il y a personne.
Ah, il est pas là. Alors là, bah, c'est là que tu te dis, ah, mais alors, attends, il y a un truc qui est louche, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il a découvert cette deuxième porte où je me suis dit, oh là là, purée, il y a encore un endroit à voir après qui va être sûrement pire, qui va être, mais encore une fois, beaucoup plus intriguant, qui va révéler des choses encore plus ouf. Enfin, c'est ça qui est super. Enfin, c'est tout en sobriété, le côté, attends, il y a pire. Non, et surtout, ouais, et puis, c'est la première fois où on voit donc justement l'apparition de cette femme qui est en train d'attaquer le coloc. La première elle apparition, mais déjà lui, l'apparition de lui, parce qu'en fait, elle remonte du coup le couloir en l'appelant, t'es où? Elle entend que sa voix, elle est guidée avec la petite torche, enfin la petite lampe de poche de son téléphone, en progressant comme ça. Donc une lampe de téléphone, ça voit pas, même pas à 1 mètre, hein, faut vraiment... Là, tu vois pas grand-chose. Et la première apparition que lui, il arrive déjà, moi j'ai l'impression qu'en fait il était homme-tronc. Au bout d'un moment, il y avait un truc, vu qu'il est... Non, mais de nouveau, il joue sur le fait que on sait toujours pas s'il est méchant ou pas. Donc il apparaît d'une manière comme s'il lui sautait dessus, en fait. Ah ouais. Qui marche bien. Mais à genoux, il y a un truc où... Voilà. Et tu vois pas grand-chose. Et moi, au début... En fait, il se fait poursuivre et il se fait chasser par la femme, la folle, le monstre, on va dire, qui vit dans cette cave, tu vois. Qui est... qui est en fait la maman qui veut s'occuper de bébé qu'elle n'a pas eu. La première apparition, c'est une femme à poil avec toute boursouflée. Et puis tout flétri, un peu comme si elle était morte. Flétri, et puis difforme, vraiment difforme. Ouais. Et ça rappelle un peu d'ailleurs, ça m'a fait penser à Claustro plus monstre de Descent. Ouais, parce que il y a ça. Il y a d'ailleurs littéralement la descente. Ouais. On est vraiment sur le même schéma. Et plus tu descends, plus tu vas dans le glauque, et plus tu vas dans les choses qui t'échappent, parce que du coup, tu as un couloir devant, un couloir derrière toi, tu es coupé du reste du monde. Et là, à partir de là, le film aussi devient un film de monstre, je trouve. Et oui, là où avant, on savait pas trop. Voilà. On savait pas à quoi on devait avoir peur. Ouais, c'est ça. Mais en fait, voilà, ce qui est cool, c'est que ça fait des va-et-vient un peu de ce film dans les dents. Enfin, comment expliquer ? Ça marche bien. Dans le genre que c'est, puisque c'est en même temps un film. Ouais, effectivement, il y a des monstres. Mais ça joue un petit peu avec nos attentes, ça joue un petit peu avec nos peurs, ça joue habilement avec ce qu'on pourrait attendre du film, et puis à chaque fois, on se fait un petit peu surprendre. Et surtout, comme tu apprends que comment ça s'est passé. En fait, voilà, enfin, cette mère qui, je sais pas si elle a. Je sais pas là où ça a bugué, mais en tout cas elle a pas eu son enfant, ou je sais, parce qu'en gros c'est un gars qui depuis les années 60 qui torturait et violait des femmes et les a mises enceintes, et probablement qu'il a encore mis enceinte la fille de sa fille. On part sur de la consanguinité totale, voilà. En fait, donc c'est sur des générations, donc ce qui explique en fait du coup le côté difforme de cette femme. Et ça, c'est ça. Donc du coup, mais en fait, c'est en même temps un serial killer, le gars. Et en même temps, c'est un film de monstre aussi, tu vois. Donc il y a un peu ces deux genres de films d'horreur qui se côtoient. Un monstre qui génère des monstres. Enfin, ce père que tu ne vois pas beaucoup, et au début tu le vois pas. Enfin, parce que si tu veux, en fait, il y a des flashbacks qui expliquent un peu aussi. Souvent en fait l'origine de cette maison, parce qu'on a oublié de préciser que tout le monde dit en fait à notre héroïne ah mais vous avez pris un Airbnb ici dans ce quartier, vous êtes sûr, faites attention. Donc tout porte à croire qu'en fait il y a eu un problème avec ce quartier, parce que pourquoi il est devenu comme ça, quelle est l'origine de cette maison, et puis ça t'est distillé déjà avec le fait que ce Airbnb dans lequel ils sont, cette maison appartient à quelqu'un. Donc là on en vient au personnage de Justin Long qui en rentrant de voyage se réapproprie les lieux chez lui-même, qui ignorait en fait qu'il avait des pièces en plus. Et il y a cette scène vraiment très drôle, moi qui m'a fait rire, c'est que lui alors tu vois déjà cette nana découvrir la pièce, donc t'es en mode total mais flip avec elle, tu vois, c'est glauque, on est dans le pur film d'épouvante. Lui, à sa manière aussi, à son tour, découvre en fait les pièces, mais lui, ce qu'il va faire, il va prendre le mètre ruban et puis il va mesurer les pièces en disant ça me fait de la surface potentielle en plus. Et tu le vois progresser tout au long du même couloir, le même parcours qu'elle a fait, mais ça change complètement. Il s'en fout, il n'a rien à foutre. Il mesure. Oui, parce qu'en plus, on n'a pas été. C'est vrai, t'as raison de parler de ce gars qui vient au milieu du film, enfin, même plus vers le début. Parce que, en fait, ce gars,
on l'a pas dit avant dans la description. Donc c'est le propriétaire de la maison. Oui. Mais qu'on apprend après, hein, et il est accusé, c'est un, non, c'est un quoi, il est dans le cinéma, et je sais pas si c'est un producteur, et il est en gros, dès le début de la présentation du personnage, on voit qu'il est au téléphone, et on lui apprend qu'il y a une plainte contre lui qui est déposée pour viol d'une actrice, je pense. Et qu'ils vont commencer, justice, enquête. Se virer. Frais d'avocat. Il va essayer de se défendre. Et puis, exact. Et c'est marrant parce que ça vient à un moment donné où ça coupe juste après la rencontre avec le monstre. C'est vrai. C'est une coupure brutale. Cut, noir. Ouais. Et là, on est sur les routes de LA, le port Pacifique. Le mec, il est tout frais. Ah, comment ça va cool. Et tout. Ça, j'aime bien. Ça participe à ces grosses coupures là, pour les flashbacks aussi. Oui. Il y a des grosses coupures comme ça. Ça dit que ça va être un autre élément du puzzle qui se développe, qui va forcément être accordé avec ce qu'on a vu au début, mais ça marche bien. Et donc ouais, juste pour finir sur ce personnage, du coup il se retrouve dans la merde et tout, il a plus de boulot, il a plus rien, et donc il veut venir récupérer cette maison. Donc il rentre chez lui et puis il voit qu'en fait il y a encore des squatteurs, il voit les affaires de ceux qui ont loué, de notre héroïne et puis de. C'est ça. Et puis voilà, il se demande mais attends, c'est qui ? J'ai quelqu'un qui squatte ma maison, et puis c'est là qu'il découvre du coup cette cave, et puis il découvre à son tour qu'il avait une porte dérobée, et il va se faire aussi confronter du coup avec le personnage du monstre qui avec ce petit jeu du maître ruban qui tire à l'autre bout, c'est ça que je voulais dire avant, c'est que en fait le personnage est montré puisqu'il y a une scène aussi où en fait on se demande si c'est vrai ou pas déjà le viol, puisque c'est quand même un personnage principal qui a l'air assez sympa, il est montré plutôt sympa, donc tu te demandes si c'est vrai ou pas, et puis il y a une scène en boîte de nuit où il a un peu bu et tout, et puis il raconte que elle a pas. Bon, voilà. En gros, il avoue à demi-mot à un gars qu'il a rencontré dans un bar qu'il l'a violé. Je l'ai pas violé. Oui, c'est passé quelque chose. Il essaie de. J'ai un petit peu forcé. Il voulait pas trop, mais après, c'est déridé. Donc, il est montré comme un personnage de. Enfin, là, on sait que le gars. Il est pas tout blanc, quoi. C'est vraiment. Enfin bref. Et du coup, il est encore montré là d'une manière hyper cynique parce que en fait, là où toi tu flippes. Et lui, il y a un cut et puis il est en train de mesurer, donc c'est un peu ironique cette transition. Et il est en train de voir, il cherche sur internet si c'est comptabilisé comme mètre carré louable, comme quoi chacun... donc il veut se faire du fric. Et donc tu te dis c'est une petite ordure. Et plus ça avance et voilà. Et puis à la fin aussi, tu te rends compte que c'est une grosse ordure le gars. Mm-hmm. Et après, s'ensuit des courses-poursuites dans ces couloirs. Et c'est là que ça marche très bien parce que, en gros, l'exploitation du lieu, l'exploitation des couloirs, de l'obscurité, de ce qu'on peut éclairer avec des petites lampes torches pour faire apparaître. Il y a une scène où on voit le personnage. C'est des silhouettes qui apparaissent un peu dans la lumière au loin, puis qui reculent. Je trouve que moi, là, ça me glace le sang, rien que d'y repenser, en fait. Plein de petits éléments comme ça. Oui, parce que je pense que là, on a parlé pas mal d'histoires, c'est vrai, mais... T'as vraiment aussi, il instaure une ambiance. Il y a une scène que j'aime beaucoup, la scène du flashback, donc où tout d'un coup il nous présente un personnage. Déjà, le format est 4/3, mais tu le remarques pas. Moi, j'ai pas tout de suite remarqué. Et une esthétique tout d'un coup, d'époque déjà. Le cut, il se fait sur la maison qui est toute propre tout d'un coup avec le gazon bien vert et tout. Tu dis ok. On était avec les monstres dans la cave là, et tu dis ok, bon, j'ai pas tout compris. Et puis, en fait, tu comprends que donc, c'est le gars qui habitait là, et on est dans les années 60. Et j'aime bien ce petit gimmick de mise en scène où, t'as vu, là, il y a le format, il change, 4/3, parce qu'on est dans les années 60. Puis, il suit un peu caméra à l'épaule. Tout d'un coup, il y a une mise en scène différente. Bienvenue dans un film comme ça. Et c'est là, justement, qu'on apprend parce que ce gars qui était les propriétaires avant, il y a longtemps, les femmes. Mais là, on le sait pas. Et même à la fin de la séquence, on le sait pas. Mais j'aime bien ces petites scènes un peu malaisantes là. Enfin, pas malaisantes, mais genre, il va dans un magasin de bricolage, tu vois, il achète, je sais plus, une corde ou je sais pas quoi. Il fait flipper ce mec. Et tu peux te dire, en même temps, il est juste dans un magasin de bricolage. Et en même temps, tu sens qu'il il est un peu flippant et tout. Et mais on le voit jamais rien faire de mal jusqu'à la fin où on découvre des cassettes vidéo et là tu te dis ok on a compris l'histoire donc et c'est ça l'histoire en fait. Ce monstre c'est simplement
enfin, c'est lui le monstre déjà, et qui a enfanté, et qui a violé des femmes et qui les séquestrait et les enfantait, puis enfantait les enfants des enfants, puis c'est non-stop, et puis ça arrive à ce qu'on a là. Donc c'est ultra glauque. C'est ultra glauque. Mais lui déjà il est bien casté. Je sais plus le nom de l'acteur, mais il a toujours joué des personnages glauques parce qu'il a un physique. C'est vrai qu'il disait quelque chose. Ouais. C'est celui qui jouait Chill, le tueur des parents de Bruce Wayne dans Batman Begins. C'est aussi moi je l'avais aperçu aussi dans Kingsman Secret Service. Il avait un petit rôle, mais un petit rôle assez flippant aussi. Et moi il a une bonne tête il a une bonne tête de malaisant, et puis aussi de paysan, enfin pas de paysan, mais de avec une gueule marquée déjà, avec un physique très marqué. C'est un peu rustre en fait. Un peu rustre, oui, parce qu'il a un regard assez glaçant. Et c'est vrai que après le coup de la quincaillerie, c'est aussi à mon avis, je pense, nos réflexes de spectateurs conditionnés par beaucoup de films où tu vois les mecs on se fait ce réflexe de le cliché de tu vas dans une quincaillerie, c'est forcément pour tuer quelqu'un, pour enterrer un corps, pour faire disparaître, enfin tout ce qu'on a bouffé dans le cinéma, que ce soit le truc de mafieux ou alors le truc de serial killer, tu vois, moi je veux des lanières, je veux de l'acide, machin, qu'est-ce que tu sais, pour faire disparaître des corps. Et là effectivement c'est vrai, c'est assez flippant. Surtout quand il rentre chez lui avec les affaires pour bébé, on entend le cri au loin, on sait, on a bouclé la boucle, là, on fait le lien, la pièce séquestrée. Et puis t'as cette cassette vidéo qui tourne en boucle à la cave, donc qui est une vieille cassette d'apprentissage pour nourrir allaiter son enfant. Et comme il y avait des cassettes comme ça à l'époque, quoi, ça remplaçait YouTube. C'est une sorte de tutoriel sur comment bien allaiter son petit, voilà comment il faut faire. Et puis, elle tourne en boucle, donc j'imagine que la femme monstrueuse, elle regarde ça et eux, ils vont se retrouver là au milieu. Donc il y a un petit côté... moi, j'ai un peu pensé aussi à Massacre à la tronçonneuse, quand même, dans ce côté... presque plus de Descent quand même, parce que c'est vraiment des monstres là pour le coup, mais le côté dégénéré, quoi, le dégénéré côté complet. C'est qu'est-ce qui se cache derrière les maisons, t'sais. En plus t'as ce côté vraiment un peu moi ça m'a vraiment fait penser à cet épisode. On en avait pas, je crois qu'on en avait parlé aussi dans l'épisode de Massacre à la tronçonneuse, de cet épisode de X-Files. Il y a un des épisodes, je sais plus le nom de l'épisode ni quelle saison. Alors là, j'ai vraiment tout perdu mes connaissances X-Files, mais Mulder et Scully enquêtent sur une espèce de famille de consanguins qui pareil, c'est une famille qui séquestrait leur mère sous le lit. Et puis qui enfantait des générations de consanguins. Ouais. Et puis ceux qui étaient pas trop viables, ils enterraient les bébés dans le jardin. La scène de l'épisode elle est super glauque. Je conseille vraiment de regarder ce film parce que cet épisode X-Files, parce que alors là, je trouve que là, c'est vraiment la même chose. On reste dans ce côté maternité morbide, vraiment vraiment bizarre. Et je sais plus, je vais vous remettre dans le lien de la description cet épisode. Non, mais voilà, c'est de toute façon. Moi, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Je trouvais cool. En plus, c'est assez court, 1h40, je crois. Ouais, ça se laisse. Comme on disait, on parlait avant l'émission j'ai pas regardé mon téléphone c'est ça. On s'emmerde pas, quoi. On s'emmerde pas, franchement. Bonne petite surprise. Voilà. Moi, je conseille. Voilà, pour ceux qui aiment bien les films d'horreur, parce que quand même, c'est qu'on raconte quand même, c'est assez. Le truc est assez glauque et tout, mais en même temps, il est un peu. Je trouve il y a un côté un peu, peut-être pas par le personnage de Justin Long, mais un peu marrant aussi, un peu décalé. C'est pas une ambiance pesante tout le long, quoi. Ah, mais parce que lui, il est en total décalage en fait avec ce qui se passe. Hein. On en revient à la scène où il mesure. Il mesure l'endroit le plus glauque du monde. Et lui, il est complètement en décalage du truc. Et puis, c'est vrai que ça fait un peu sourire. Et moi, ça m'a fait éclater. Et après, ce même gars en question, se fait faire donner le sein par le monstre. Et moi, je crois que c'était le point culminant de la glauquerie du film. Et où je me disais à un moment donné, attends, tout ça est mis en place, là, cette vidéo d'allaitement et tout ça, elle va donner le sein à quelqu'un, à un des personnages. S'il n'y a pas ça dans le film, le film ne vaut plus rien. Mais c'est vrai qu'ils sont pas, ils l'ont montré, quoi. Et là, c'est pas comme si je fantasmais cette scène, hein, pas du tout, attention, mais je me suis dit, là, si j'avais été le réalisateur... Moi, j'adore les monstres qui donnent le sein, c'est génial. Non, mais les mecs, ils se sont dit, attends, là, on a bien placé quelque chose de glauque, tu vois, autour de la maternité, de l'allaitement et tout ça. Si on met pas un personnage qui se fait allaiter par... Et là, moi, je pensais que comme c'était
Disney+, bon même c'est Fox, mais c'est sur Disney+, et tout. Au secours, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi j'avais pensé que ça allait être quand même aseptisé, et puis, mais tu te rends compte que non, c'est quand même un vrai film d'horreur glauque, et typiquement quand elle lui tend le biberon... Oh putain, elle lui tend le biberon, et puis en fait j'ai appris que c'était pas volontaire, mais... Le biberon qui goûte de partout, voilà, un vieux biberon et tout, et puis en fait il y a ses cheveux dessus, donc sur la tétine on voit qu'il y a des cheveux collés et tout, et c'est vraiment, en fait, il y a un truc vraiment sale, quoi. Et la nana lui dit tête, sinon elle va se foutre en rogne. On aurait dû dire ça tout de suite dès le départ. Ah, ça aurait donné le ton, parce qu'il y a quand même ce ton là aussi. Quand il y va dans cette scène, typiquement, ça y va à fond, tu vois. C'est pas genre on va en, c'est pas de la demi-mesure, ça, c'est un vrai film d'horreur. Et en même temps, t'as ces petits moments un peu plus légers, quoi. Et la fin, elle est pas. Enfin après, pour moi, ça reste quand même un vrai film d'horreur. Ouais. Ah, mais le thème de la maternité associé à l'horreur, je trouve que ça marche. Ça marche toujours, au moins autant que les nonnes fantômes, comme dans... un autre de tes fantasmes. J'adore les nonnes. Tu vois, j'imagine Sister Act avec une gueule de fantôme, c'est génial, quoi. Donc voilà, c'était... Allez, sur ce, on va finir ce podcast. Si vous avez Disney+, eh ben, on vous encourage vivement à regarder Barbarian. Barbare dans la langue de Molière. J'ai pas regardé si c'est que sur Disney+ qu'on peut voir le film. Il est pas sorti en salle. Il est pas sorti en salle en plus, ce qui est vraiment dommage parce que pour le coup se faire une petite sensation en grande salle, ça aurait été pas mal. Ouais. Et la note, moi je donnerais un bon 8 sur 10. Pareil, j'ai donné 8 aussi. On est raccord en note. Oh là là. Bon, on était aussi raccord en note sur Avatar, mais... C'est vrai, mais en ce moment-là, on est assez sur la même longueur d'onde. Ouais, non, mais 8, parce qu'en fait, voilà, c'est le film qui bouleverse en rien le genre horreur ou épouvante, mais qui fait juste le job comme il faut, en fait. Ah, je trouve que c'est plus que faire le job. Ouais, moi j'aurais envie de le revoir, tu vois. Oui, il fait très bien le job. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'est tapé trop de merde et puis du coup, maintenant, n'importe quel film fait le job? Non, on sent que le film est fait avec sérieux, est fait avec passion. Du premier degré, un peu de second degré aussi, mais vraiment pas... qui joue très bien avec le scénario, donc franchement, du tout bon. Ouais, à recommander. Et ben voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode de La Grange, que vous pouvez retrouver sur tous vos podcasts. N'hésitez pas à dire si vous avez aimé, si vous aussi, ce que vous pensez du film Barbarian. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de La Grange. Manu, merci, c'était cool de parler de ce petit film bien rafraîchissant. À fond, merci à toi. Et à la prochaine. Salut à tous. Ciao.